Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on fait un épisode spécial sur comment acheter la maison de tes rêves. Alors, d'où vient l'origine de cet épisode de podcast ? J'étais en coaching et on m'a demandé, c'était assez simple en fait, c'est Romain qui m'a demandé ça. Il m'a dit « Hey Victor, mon objectif final, c'est quand même d'aller retourner vivre en Bretagne et d'avoir la maison de mes rêves. » Là, aujourd'hui, il est salarié en Suisse. Il hésite à partir au Canada. Il a déjà plusieurs investissements, donc principalement des colocations vers Rennes d'ailleurs. Et on est en train d'avancer ensemble pour trouver quelle est sa bonne stratégie. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un épisode de podcast pour qu'on puisse voir ça ensemble. Eh bien, on est parti. Première étape, avant de financer la maison de tes rêves et de trouver des solutions pour le faire, il faut la trouver. Bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Alors moi, ça, je l'ai fait assez souvent. Je vais sur un site qui s'appelle belledemeure.com. Et sur ce site-là, vous avez normalement, par rapport à là où vous cherchez, des appartements, des maisons, voire ce qui est hôtel particulier, assez sympa. Je pense que c'est un objectif pour la plupart d'entre nous. En fait, il y a deux choses. On est pris dans un monde où d'un côté, ce qu'on veut, c'est réussir assez vite à avoir des revenus complémentaires, voire à pouvoir se lancer dans ses propres projets sans avoir une pression financière trop importante. Ou sinon, ce qu'on veut, c'est avoir des revenus complémentaires ou carrément réussir à avoir l'appartement un peu de ses rêves. Moi, je suis exactement dans le même cas que vous. Il y a une première étape qui consiste à vraiment réussir à comprendre, à trouver des méthodes pour à remplacer son revenu par des cash flows, des revenus passifs. Et après, on peut aller vers ce qui nous inspire le plus et pourquoi pas une maison sympa. Alors du coup, qu'est-ce qui te fait vraiment rêver ? C'est sa première question à te poser. Premier élément, ça va être sur la localisation. En gros, tu as envie de vivre où ? Tu as envie de faire quoi ? Surtout, si par exemple, si ton activité principale et ce que tu aimes, c'est aller à la mer tous les jours, aller faire par exemple du surf comme moi, si tu arrives à dépasser le niveau débutant. Si tu as envie de rester proche de tes amis, alors plus le temps passe, plus généralement son cercle d'amis il est restreint. Donc si vous venez de Tours par exemple, vous allez plutôt vouloir rester à Tours ou vous allez vouloir que Paris soit accessible si vous venez de Paris. Après, si vous voulez du soleil, vous pouvez carrément aller sur du soleil. Après, il y a toutes les questions qui se posent sur devenir expatrié, ça on le traitera une autre fois. Plus vous allez en fait faire des changements dans votre vie, plus ça va vous demander de remettre en cause certaines choses. Donc se dire demain par exemple que vous allez requitter avec femme et enfant ou même aujourd'hui où vous en êtes, parce que la plupart des personnes qui écoutent ce podcast, vous avez plutôt la trentaine d'années, du coup normalement vous êtes globalement installé. Donc quitter en fait un pays pour aller s'installer autre part, plus on est dans cette gamme en fait de vie où alors soit on a un travail, soit on est freelance, mais on est dans cette quarantaine d'années, c'est un petit peu plus compliqué que lorsqu'on fait des études et qu'on décide d'aller étudier aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, etc. Donc là, potentiellement, ce changement d'expatriation, alors ça peut fonctionner. On verra que les calculs qui sont faits ici, c'est plutôt dans un cas français, mais vous pouvez aussi choisir d'aller vivre clairement à l'étranger. Deuxième question, une fois que vous avez la localisation, donc est-ce que vous voulez de la montagne, est-ce que vous voulez de la mer, est-ce que vous voulez être à Paris pour pouvoir profiter des intérêts de Paris, donc des musées, des restaurants, etc., voire à Nice, Montpellier, etc., vous allez pouvoir passer à la superficie. Donc, vous voulez quoi comme type d'appartement ? Est-ce que vous voulez un appartement de réception pour pouvoir faire des dîners parce que vous êtes plutôt vous aimez faire ça, c'est-à-dire inviter chez vous avec une dizaine de personnes ? Est-ce que vous voulez une chambre par enfant ? Est-ce que vous voulez un bureau ? Est-ce que vous voulez un jardin ? Bref, là, il faut indiquer qu'est-ce qui vous intéresse véritablement. Est-ce que vous voulez une piscine, etc. et avoir la superficie qui fonctionne pour ça. Quel est le style ? Est-ce que vous voulez un style particulier ? Donc, une maison, un immeuble haussmannien, un hôtel particulier, etc. Quel est un immeuble un immeuble moderne aussi pour avoir des prestations beaucoup plus modernes ? Qu'est-ce qui vous intéresse de ce côté-là ? Quelle vue ? Est-ce que vous voulez une vue qui est dégagée ? Est-ce que vous voulez voir quelque chose en spécifique ? Est-ce que vous voulez avoir une vue sur la mer ? Est-ce que vous voulez voir Paris et être assez haut dans les étages ? Bref, il faut clarifier
tout ce que vous voulez. Donc là, l'exercice, moi, comment je le fais à chaque fois? Alors, j'utilise toujours la même méthode, que ce soit pour sélectionner le type d'investissement que je veux faire, donc en immeuble, enfin en investissement locatif. Donc, est-ce que au début, vous me rejoignez par exemple en coaching, on va se dire, OK, est-ce que vous êtes plutôt colocation, location courte durée, immeuble de rapport? Dans les immeubles de rapport, il y a aussi des maisons ou des appartements pour faire des appartements assez grands qu'on va louer à des familles pour faire plutôt une augmentation de patrimoine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des annonces. Moi, assez vite, je vais vous faire travailler en regardant des annonces pour voir qu'est-ce qui est bon pour vous. C'est la même chose quand vous faites de la reprise de boîte. Ce qu'on va faire au début, c'est qu'on va regarder un paquet de boîtes pour voir qu'est-ce qui vous intéresse au fond de vous. Au début, on ne sait pas, mais c'est juste qu'on ne s'est pas assez confronté en fait à la réalité. On ne s'est pas assez confronté à des informations et on rentre dans cette phase d'idéation qui va être de sélectionner ce qui est le mieux pour nous. Après, on va transformer ça en exercice de visualisation. Là, l'objectif, c'est de carrément rentrer presque dans un état méditatif. Donc, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque. En version très simple, la cohérence cardiaque, ça vous permet de vous remettre dans une énergie et de vous apaiser. Et la cohérence cardiaque consiste à inspirer par le nez très longuement et expirer très longuement par la bouche. Vous pouvez faire ça 4 fois. Et après, vous allez pouvoir prendre un crayon, un stylo et noter concrètement en une dizaine de lignes ce que vous voulez quand vous vous levez dans votre nouvel appartement, dans votre nouvelle maison. Donc ça peut donner, par exemple, je me lève très tôt pour profiter de l'énergie du matin, je profite en regardant Paris s'éveiller sous mes pieds, mon appartement est en couleur pastel et fait 180 mètres carrés, comprenant 3 chambres de 15 mètres carrés, 2 salles de bain de 8 mètres carrés, une salle à manger de 30 mètres carrés, salon de 30 mètres carrés, un bureau de 30 mètres carrés, une cuisine de 15 mètres carrés, une terrasse de 15 mètres carrés. Vous pouvez donner plus de vision autour de est-ce qu'il y a des œuvres artistiques, comment vous sentez, quelle est l'ambiance sonore, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous ressentez aussi dans cet appartement. Cet exercice vous permet finalement de encore plus clarifier ce que vous voulez et vraiment l'écrire, voire ça vous permet de faire une réflexion sur ce que vous voulez. Donc là, normalement, c'est assez bien. Je pense qu'on a aussi... Alors moi, j'ai acheté pas mal de fois. Alors ça m'arrive encore. Pendant les vacances, je vais chez Marchand de Journaux. J'aime bien acheter des magazines, moi. Je vais chez Marchand de Journaux et j'achète l'immobilier de luxe dans telle région, etc. Et je finis par regarder les maisons qui sont proposées dedans. Là, nous, vu qu'on est ici, vous êtes habitués, on va faire des calculs, on va faire des chiffres, on va se rendre compte à peu près à quoi ça ressemble. Donc là, je vous ai passé toute la partie où finalement... Vous trouvez l'appartement de vos rêves qui fait 150 mètres carrés à Paris. Vous vous rendez compte que c'est un peu compliqué de le financer. Et du coup, vous allez décaler cet appartement de vos rêves de 150 mètres carrés à Paris à Montpellier où ça va coûter 3 fois moins cher. 3 fois moins cher, oui, ça doit être à peu près ça. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément partir finalement sur vos maisons de rêve et on va se dire, OK, on va le faire. On va les financer. Et là, j'en ai sélectionné 4 pour vous. Donc, j'ai sélectionné une maison-villa de 2 pièces de 71 mètres carrés au Cap Saint-Martin, donc dans le sud de la France, à côté, dans cette zone près de Cannes, près de Nice, etc. Et ça coûte quasiment 1 million d'euros, 950 000 euros. J'ai un appartement 7 pièces, Porte Dauphine, Paris 16e, 164 mètres carrés, qui a une ambiance franchement au top, 2 millions d'euros, 2 millions 100 à Paris. J'ai un appartement Gros Caillou, Paris 7e, donc là c'est vraiment l'endroit un peu de tout ce qui est héritier à Paris, donc c'est pas loin du musée d'Orsay, c'est pas trop loin de la Tour Eiffel, et là on est sur du 7 millions d'euros, sur un appartement avec moulure, avec toutes les prestations d'un très bel appartement haussmannien. On va continuer. J'ai un hôtel particulier de 8 pièces dans le 16e à Paris pour 360 mètres carrés à 9 millions d'euros. Donc voilà sur quoi on va partir. Comme ça, vous avez des chiffres un peu de ce à quoi ça ressemble et comment on peut s'assurer de finalement récupérer ces appartements, etc. Donc première question, on va se dire, OK, combien je dois gagner pour faire ça ? Premier élément, on va utiliser le premier levier, donc vous vous rappelez de Naval Ravikant, il exprime très bien que si vous voulez avancer d'un point de vue financier, vous avez plusieurs leviers. Le premier levier, ça va être la dette et on verra les autres leviers que vous allez pouvoir utiliser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est appliquer la méthode classique pour acheter une résidence principale avec un emprunt. Là, normalement, vous connaissez tous la technique. Vous allez calculer le coût total de l'acquisition déjà. Donc, c'est le prix du bien plus les frais de notaire qui font 8% du prix du bien, plus 1 à 2% pour les frais bancaires qui sont les frais d'hypothèque si vous faites un emprunt. Du coup, le coût total d'acquisition, c'est dans 110% du bien. Et là, je vous donne un ordre d'idée
sur quel est le coût total finalement en fonction de ce que vous voulez acheter. Donc si vous avez un prix d'acquisition à 30 000 euros, il va vous falloir 330 000 euros. Si vous avez un prix d'acquisition à 1 million d'euros, 1 million 100, 2 millions d'euros, 2 millions 200, ça c'est facile. 19 millions d'euros, il va vous falloir 21 millions d'euros pour faire l'acquisition. Ensuite, on regarde combien on peut emprunter sur 25 ans. Là, la méthode la plus simple, c'est d'aller récupérer les taux du coup sur meilleur taux. Donc ça, c'est pas mal. Donc vous allez sur meilleur taux, il y a un outil qui s'appelle baromètre de taux, et vous pouvez voir à quel taux vous pouvez emprunter sur 7, 10, 15, 20, 25 ans. Une fois que vous avez ça, vous arrivez finalement, on va faire une petite modélisation, vous ouvrez un Google Sheet, vous allez pouvoir utiliser une superbe formule Excel qui va vous permettre de calculer finalement quelles sont les mensualités par rapport à une durée et un taux. Cette superbe formule, c'est moins PMT. Vous ouvrez une parenthèse, vous faites le taux d'emprunt annuel en pourcentage divisé par 12, point virgule. La durée x 12, point virgule, le montant emprunté, vous fermez la parenthèse et là ça vous donne ce que vous avez besoin comme montant, comme mensualité d'emprunt. Quelle va être la mensualité d'emprunt en fonction de ce qu'on a indiqué juste au-dessus. Et là, pour donner un ordre d'idée, on va se rendre compte que les mensualités d'emprunt sont assez vite assez conséquentes. Donc pour un appart à 300 000 euros, il va vous falloir 1 600 euros par mois, grosso modo. Pour 1 million d'euros, 5 300 euros par mois. 2 millions d'euros, 10 000, quasiment 11 000 euros par mois. Pour presque 20 millions d'euros, on va être à 101 000 euros par mois. Donc là, on a un ordre d'idée de ce qu'il faut rembourser. Et on va regarder combien on doit gagner si on a typiquement un salaire assez classique. Alors là, on revient sur un truc qu'on reverra plus tard. Plus vous allez gagner de l'argent dans votre vie, en fait, plus vous regardez les personnes qui gagnent de l'argent, moins leurs revenus dépendent de salaire. Donc au début, jusqu'à, je crois, les 50%, jusqu'à 50% les plus riches, on domine même jusqu'à 90%, ce qui va dominer. Alors, il faut que je vérifie mes chiffres, mais jusqu'à 90% des Français les plus riches, ce qui va dominer, c'est quand même le salaire. Et après, vous allez voir, c'est une chute drastique où finalement, la plupart des revenus vont être des revenus plutôt d'investissement plutôt que du salaire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça va être tout l'enjeu, finalement, de ce qu'on va regarder après. Donc, combien il faut gagner de salaire net avant impôt sur le revenu ? Donc là, il y a eu beaucoup de changements ces dernières années dans vos bulletins de salaire. Donc, si vous regardez vos bulletins de salaire, il faut regarder le net avant impôt sur le revenu parce que maintenant, il y a le prélèvement à la source. Donc, si vous voulez emprunter 300 000 euros, il faut gagner 4 500 euros par mois de salaire net avant impôt sur le revenu. Si vous voulez emprunter 1 million d'euros, il faut gagner 15 000 euros. 2 millions d'euros, 30 000 euros. 4 millions d'euros, 4 millions 8, allez, 5 millions d'euros, il faut gagner 72 000 euros par mois. Et 19 millions d'euros, il faut gagner 290 000 euros par mois. Alors là, c'est un montant à titre estimatif. Effectivement, plus vous gagnez d'argent, alors il y a plusieurs thresholds. Le premier threshold, alors je parle en termes de gains, plus vous allez gagner, plus les banques vont être flexibles avec vous. Il y a, moi, un gros montant que je vois, même si vous êtes endetté à 35%, mais que vous gagnez 5 000 euros par mois, vous allez pouvoir dépasser ces 35% pour moins 2 investissements. Ça, c'est bon. Là, quand on va être sur des gros revenus, donc des plus de 15 000 euros, effectivement, on va pouvoir décaler le montant qu'on peut emprunter et cette règle des 35% va varier. Mais attention, les banques n'aiment pas forcément trop ces profils qui ont des très très gros salaires. Ça dépend d'où ils viennent. En gros, le risque, par exemple, aujourd'hui, vous gagnez 18 000 euros par mois. Donc, potentiellement, vous avez un job qui marche très bien. Vous faites alors, les 18 000 euros par mois, ça peut être du conseil. Vous êtes directeur dans le conseil. La problématique, c'est combien de temps ça va durer et est-ce que vous allez être capable, si demain votre job ne marche plus, de regagner 18 000 euros par mois en tant que salarié. Donc le risque, plus vous gagnez, plus finalement le risque est important que vous ne soyez pas capable de retrouver un job similaire. Par exemple, aujourd'hui, vous gagnez 4 500 euros par mois. Il y a quand même plus de gens qui gagnent 4 500 euros par mois que des gens qui gagnent 18 000 euros par mois. Donc là, vous avez un ordre d'idée de ce qu'il faut gagner en salaire net mensuel. Effectivement, les 290 000 euros de salaire net mensuel, je ne sais même pas qui peut gagner ça en termes de salaire, si peut-être des footballeurs ou des choses comme ça. Mais sinon, quand vous arrivez dans des montants... Alors, il faut savoir que les impôts en fait deviennent délirants à partir de finalement 4 000 euros par mois. Ça devient quand même très très compliqué de gagner plus mensuellement en termes d'argent. Et vous le voyez. Pour vous dire un ordre d'exemple, d'ailleurs, c'est ce que je vais vous dire après. Je vous parlais des failleurs et combien ils gagnent finalement et qui sont dans telle et telle situation. Donc par exemple, si on veut la première villa donc de 70 mètres carrés, il va nous falloir 14 000 euros par mois pour pouvoir l'acheter. Donc si vous êtes deux à la limite, ça peut fonctionner. Et là, on fait vraiment sans apport, etc.
Le deuxième appartement, donc celui qui était gros caillou dans le 7e, à 7 millions d'euros, il va vous falloir 105 000 euros par mois. Celui qui est l'hôtel particulier, alors si je ne me suis pas trompé, je vérifie, il va vous falloir donc, un gros paquet pour l'hôtel particulier, il va 125 000 euros par mois. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est en France et nous, qu'est-ce qu'on apprend? Et en fait, c'est assez normal parce que finalement, tout ce que vous allez voir autour de vous, et c'est un peu ça la problématique, il s'agit de la norme. Et du coup, la norme française est quand même assez basse. C'est comme la norme de poids aux États-Unis ou la norme de poids en France. En fait, la norme, entre guillemets, ou la moyenne, aujourd'hui, c'est des personnes qui sont en surpoids. Donc, si vous êtes en surpoids, vous êtes dans la moyenne française. Du coup, quand on parle d'argent, on va se retrouver exactement dans le même cas. On a des stratégies un peu made in France. Et il y a 2 stratégies qu'on retrouve chez nous. Pourquoi? Parce que on va se retrouver dans la plupart des gens qui sont autour de nous. La première stratégie, ça va être l'héritage. Donc, j'hérite. Donc, ceux que vous allez voir autour de vous et qui ont des appartements qui sont dans ces gammes de prix-là, qui sont des hôtels particuliers, qui ont des beaux appartements dans le 7e à Paris, la plupart d'entre eux, ce sont des héritiers. Bon, ça, c'est la France, on est parti. Deuxième stratégie qui peut fonctionner, vous pouvez faire des beaux mariages. Bon, si vous faites un beau mariage en communauté universelle, donc ça veut dire que vous allez récupérer les biens de votre époux, de votre épouse, et bien là, vous allez pouvoir progresser. Et c'est ça un peu le modèle français qui fonctionne sur de l'héritage. Bon, nous, aujourd'hui, on n'a pas d'héritage, on ne va pas faire un beau mariage. En tout cas, moi, je vous souhaite d'avoir de l'héritage et un beau mariage. Mais du coup, on doit passer à toutes les méthodes qui marchent. Et là, on va rentrer avec finalement les méthodes plus classiques. Donc, les stratégies classiques, on va devoir enclencher d'autres mécanismes que ce qu'on a aujourd'hui. On peut se dire, OK, je vais travailler, je vais très bien gagner ma vie, je vais lever cette dette et on va voir ce que je peux faire. Donc finalement, pour s'acheter cette première villa, effectivement, on peut être 2 à gagner 7 200 euros par mois. Donc il nous faut des jobs à 110 K bruts. Les 110 K bruts, quels sont les jobs qu'on peut faire? Directeur commercial, juridique, marketing, manager en conseil, associé en M&A, sales. Bon, on peut arriver à ces montants-là. Ça va demander de la performance, mais si vous vous donnez franchement dans votre taf et que vous êtes dans des métiers qui gagnent, alors il faut aussi sélectionner. Moi, c'est un des premiers trucs que j'avais fait en école d'ingénieur, c'est que j'avais sélectionné les jobs où ça gagnait bien sa vie. Si vous êtes dans des secteurs où on ne gagne pas bien sa vie, ça va être compliqué. Si vous êtes dans des secteurs où il n'y a pas de marge non plus, ça va être compliqué de gagner ces revenus-là. Donc, sinon, vous pouvez être seul et gagner 15 000 euros par mois. Donc, ça fait 230 000 bruts de salaire. Et là, on va retrouver. Donc, on retrouve parmi vous ceux qui sont dans ces salaires-là. Ça va être encore une fois des directeurs commerciaux. Ça va être des sales chez Amazon, Google, des sales en banque aussi. Sales en banque, donc c'est plutôt banque d'investissement, vous savez, à côté des traders. Sales Google, c'est ceux qui vont vendre des suites, par exemple du cloud, de la après, sur Amazon, on va avoir de l'AWS. Principal en conseil, donc quand vous montez dans les cabinets de conseil, donc ça dépend dans quel cabinet de conseil vous êtes. Alors il faut faire attention, et ça vous le savez, bon, pour tous ceux qui ont fait normalement école de commerce ou qui vont dans le conseil, en fonction de la gamme de votre cabinet de conseil, il y a des tiers, et plus vous êtes dans les cabinets de conseil prestigieux, plus vous allez finalement avoir des salaires très conséquents en fonction de quand vous commencez. Par exemple, quand vous êtes junior chez Rothschild en M&A, même en associé, vous allez pouvoir monter dans des salaires qui sont à 200, 300 000 euros, ce qui n'est pas possible dans d'autres banques. Dans d'autres banques, si vous êtes chez Crédit Agricole, alors HSBC, ça n'existe plus, mais dans les plus petites boutiques, vous ne serez pas dans ces salaires-là. Donc voilà, vous pouvez très bien y arriver à vous acheter finalement ce bien-là en gagnant ces revenus-là. Après, il y a la possibilité d'être freelance. Donc l'équivalent, grosso modo, freelance de ces salaires, pour gagner un équivalent de 14 000 euros par mois, il faut avoir un TJM à 1 000 euros par jour. Il faut faire 240 000 euros à l'année. Et là-dessus, vous pouvez y arriver en étant expert de certains sujets. Donc, il faut voir à chaque fois qu'est-ce qui se fonctionne bien et qu'est-ce qui est demandé. Et surtout, comme d'habitude, il faut générer un maximum de valeur pour les personnes qui sont en face. Donc, ça peut être de l'expert en acquisition, du data scientist, du DAF part-time, ça marche bien, du CMO part-time, donc des responsables marketing part-time. Donc, ça peut bien fonctionner. Et après, il va falloir être en capacité de trouver ces missions à 1 000 euros de TGM. Comme d'habitude, les missions, donc vous avez un prix de marché pour, entre guillemets, des compétences. Après, moi, je vous encourage, le maximum d'entre vous, quand vous allez voir quelqu'un et vous allez chercher des gros TJM, il faut juste réussir à faire gagner 3 fois ce montant-là à la personne qui est en face de vous. Donc, il faut prendre un peu de distance, vous rendre compte que, par exemple, si demain, vous sortez un site qui fonctionne bien et qui fait tant,
la personne va pouvoir gagner tant. Donc, vous allez pouvoir justifier la valeur que vous créez sur du temps travaillé. Bon, grosso modo, c'est chaud tous ces métiers. Et même si vous les avez, c'est assez rare. Enfin, globalement, ça vous demande de l'effort à chaque fois. Et surtout, on a une autre problématique, c'est que vous allez effectivement pouvoir acheter votre premier appartement. Donc un appartement à 1 million d'euros, ça, vous allez pouvoir le faire. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'après, vous allez être limité. Si vous êtes dans cette gamme de salaire, oui, vous allez pouvoir en plus dépasser un peu, vous faire une résidence secondaire potentiellement ou quelques investissements, mais c'est compliqué. En plus de ça, le financement de votre résidence principale ne dépend que de vos revenus. Donc demain, si vous changez, disons que vous avez envie de faire 6 mois, de partir quelque part, de vous lancer dans un nouveau projet qui va être un marathon, de vous lancer dans la voile, de vous lancer dans l'art, etc. Bref, ce que vous avez envie de tester dans votre vie, ou sinon de passer, par exemple, de quitter un job à 100% pour passer à 70% pour vous occuper un peu plus de vos enfants, etc. Et bien là, ça se complique. Et du coup, vous dépendez clairement de votre revenu. Donc, si on reprend les 4 maisons de rêve que vous pouvez acheter que la première. Les autres, c'est dead. Grosso modo, les autres sont dead, à moins que vous mettez de l'argent de côté, vous l'utilisez comme apport, etc. Donc, les véritables limites, c'est quoi ? Vous allez être dépendant pendant 25 ans d'un salaire compliqué à avoir. Vous allez avoir une maison qui consomme un remboursement d'emprunt de 35% de vos rentrées. Donc ça, c'est indirectement un peu embêtant. Alors, ce qu'il faut savoir, il faut que je retrouve les statistiques, mais en France, je crois que la résidence principale, c'est à peu près 50% des revenus aujourd'hui, entre le loyer et les coûts associés. Donc les coûts associés, le chauffage, l'assurance, etc. Vous n'allez pas pouvoir réaliser beaucoup d'autres investissements. Et en cas de divorce, vous avez potentiellement pas avoir de quoi racheter votre maison, ou vous allez avoir, alors ça dépend dans quel cas vous êtes, mais vous allez devoir, ça va être très compliqué pour vous, surtout si vous avez acheté votre maison de rêve à 2. Alors, quand vous achetez votre maison de rêve à 2, ça veut dire que vous n'êtes pas en capacité de l'acheter tout seul, dans la plupart des cas. Et en plus, quand vous allez racheter votre maison, donc il y a un des deux qui va racheter la maison à la personne avec qui ils se sont séparés, il va falloir repayer les frais de notaire sur la totalité du bien. Ça, c'est une petite surprise. Donc, il faut faire des erreurs de temps en temps pour s'apercevoir. Alors, soit vous êtes avec des gens qui font des erreurs, vous les regardez. Et c'est ce que moi, j'essaie de vous partager. Sinon, vous faites des erreurs vous-même. Et moi, c'était un truc que je n'avais pas prévu. J'étais persuadé que les frais de notaire étaient sur la part de l'appartement, mais non, c'est sur la totalité de l'appartement. Alors là, on va rentrer directement dans les stratégies beaucoup plus d'investisseurs. Si vous êtes sur ce podcast, vous êtes beaucoup plus lié, vous comprenez ces stratégies d'invest. Première stratégie, les stratégies d'investisseurs, c'est quoi ? C'est finalement, il va falloir assez vite vous décorréler votre temps de vos rentrées financières et utiliser un maximum de leviers finalement pour gagner de l'argent. Les leviers, vous en avez 4. Donc le capital, c'est ce qu'on a utilisé, c'est la dette. Vous avez la délégation, c'est-à-dire d'avoir des équipes qui travaillent pour vous. L'équivalent, c'est si vous faites du Airbnb par exemple, c'est d'avoir une personne qui fait le ménage, une personne qui fait les entrées-sorties si vous avez besoin, et une personne qui va faire du coup le customer success ou la relation avec vos clients. Après, vous avez le code, donc c'est l'automatisation. Donc sur Airbnb, vous pouvez indirectement utiliser des plateformes en ligne. Vous pouvez avoir des systèmes automatiquement qui vont donner les informations à vos locataires, etc. Et enfin, le média, c'est-à-dire d'être connu à un moment pour qui vous êtes et toucher un maximum de personnes au lieu de toucher des personnes qui sont autour de vous, pouvoir toucher un maximum de personnes. Donc là, c'est plutôt quand vous allez sur du solopreneur, du business, de l'acquisition, etc. Tu vas utiliser les 3 niveaux supérieurs et tu vas sélectionner la meilleure stratégie qui fonctionne pour toi. Donc, il y en a plein de stratégies qui vont vous permettre finalement d'acheter la maison de vos rêves et c'est ça qu'on va aller chercher. Il y a l'acquisition de petits business. Donc là, on va parler de laverie automatique, de car wash, voire même d'espaces de coworking. Ça peut même être des petits cafés. Ça peut être finalement des petits business qui vous intéressent. Mais attention, plus vous allez... en fonction du petit business que vous rachetez, vous avez plus ou moins de conséquences en termes de charges qui vont être liées à ce business-là. Finalement, ça peut être non seulement des charges financières, mais aussi des charges mentales, quoi. Transformation d'un business passif en actif grâce à l'exploitation. Donc là, cette stratégie, ça va être finalement acheter la maison de vos rêves et au début, pour la financer, la mettre en location ou l'exploiter ou en exploiter une certaine partie. Construction d'un gros parc locatif. Donc là, moi, c'est ce dans quoi je me suis lancé. Je me suis dit, OK, il me faut combien d'apparts pour payer ma résidence principale ? C'est ça, combien d'apparts qui font combien de cash flow pour payer ma résidence principale. Sous-location professionnelle, c'est exactement pareil. C'est vous dites, OK, il faut que je loue un appart que je vais sous-louer sur Airbnb, il m'en faut combien pour payer ma résidence principale.
lancement d'un coaching en ligne. Donc là, vous pouvez, en fonction de votre domaine d'expertise, en fait, dans tous les domaines, ça fonctionne. Une fois que vous arrivez à un domaine de pointe, donc une fois que vous êtes, par exemple, vous êtes très bon sur l'IA en ce moment, vous pouvez vendre un coaching sur l'IA, vous êtes très bon sur la nutrition, vous êtes très bon, vous êtes très bon pour dessiner, vous êtes très bon pour faire du piano, peu importe, une fois que vous avez développé une compétence aujourd'hui, vous allez pouvoir la transformer et finalement la vendre sous forme de coaching en ligne ou sous forme de vidéos, etc. On se lance dans la stratégie basée sur l'investissement locatif. Je pense que la majorité d'entre vous, vous savez, mais on reprend là-dessus, je pense que ça fait toujours du bien. C'est la technique de l'investisseur locatif. On va utiliser le leverage du capital, de la délégation et du code. Donc on va utiliser 3. Le capital, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un bien et on va utiliser les cash flows pour finalement financer la maison des rêves. Ce qu'on va chercher à faire au maximum, c'est acheter des biens avec 110%, 100 mètres d'apport. Et un bien pour 100 000 euros d'investi, ça doit nous rapporter 300 euros par mois. Et du coup, la villa du Cap-Martin, elle coûte 5 000 euros par mois. Du coup, il va nous falloir 7 invests de 250 000 euros qui rapportent chacun 300 euros par mois. Pour les 7 invests, ces 7 invests vont te faire ce cash flow et tu vas pouvoir utiliser ce cash flow pour aller financer la maison de tes rêves. Alors, il y a toute cette notion de quel est mon taux d'endettement, comment ça fonctionne, mais finalement, là, on va même changer de système et il va être possible, alors après, il y a plein de techniques qui sont possibles, je ne vais pas potentiellement pouvoir toutes les évoquer maintenant, mais une fois que vous avez ce flux financier qui est là, vous allez pouvoir l'utiliser et vous allez pouvoir le rediriger pour finalement acheter une maison. Si vous faites, par exemple, plutôt l'appartement qui va être dans les 2 millions d'euros, il va falloir 7 invests à 500 000 euros pour avoir 11 000 euros par mois. Alors, quand vous êtes en train de regarder vos invests, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avancer étape par étape. Si demain, vous n'avez plus de frein mental, je vous assure qu'une très grande partie d'entre vous, vous allez acheter des boîtes en mettant beaucoup de dettes, en prenant beaucoup de risques. Et en fait, vous allez y aller et il y a une chance, en fonction des compétences que vous avez, mais surtout de la capacité à acquérir de nouvelles compétences, vous allez y arriver. La seule problématique, c'est que nous, aujourd'hui, on gère notre risque. Vu qu'on gère notre risque, mentalement, notre cerveau va nous protéger de plein de trucs. Donc là, aujourd'hui, si vous avez une capacité d'endettement, il y a plein de techniques qui peuvent vous permettre de monter à 500 000, 1 million d'euros d'endettement. Par contre, c'est sûrement votre cerveau qui va vous bloquer parce que c'est normal, c'est la première fois que vous faites un invest, vous n'êtes pas sûr. Vous ne savez pas à quel point la gestion c'est pour vous, etc. Du coup, vous allez vous limiter à des investissements plus petits. C'est tout à fait normal. Ce qui va se passer avec le temps, c'est que vous allez monter sur des plus gros invests, plus vous allez être finalement capable de les gérer. Ou sinon, dès le début, si vous avez une aversion au risque assez importante, vous allez pouvoir monter sur des gros invests. Cette notion de risque, alors, ça dépend vraiment de comment vous vivez ça, comment c'est corporellement, comment vous faites face à ce risque. Ça dépend vraiment des personnes. Il y en a certaines qui vont vraiment carrément y aller et vraiment faire des gros invests, prendre beaucoup de risques et finalement des personnes qui peuvent carrément aller jusqu'à la faillite finalement en se disant ok c'est bon, je suis allé à la faillite, c'est pas trop grave, je peux continuer. Donc ça dépend vraiment d'où vous en êtes et ça dépend de comment vous allez vivre ça. Il y a des personnes qui, si elles ont 1 000 euros de découvert ou il y a un projet qui ne marche pas, ou c'est comme quand on commence. Par exemple, vous avez un client qui vous doit 10 000 euros, il ne vous paye pas. La première fois que ça vous arrive, c'est dramatique. Et puis après, vous apprenez à vivre et puis surtout, les montants changent pour vous. Donc ça dépend vraiment d'où vous en êtes. Et après, il faut se connaître. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir avancer. Donc si le premier investissement qu'il faut faire pour vous, c'est une colocation proche de chez vous pour commencer, très bien. On fait ça. Si après, vous vous rendez compte que vous êtes OK pour monter sur des invests à 1 million d'euros, à 2 millions d'euros, OK, on avance. Mais en tout cas, il faut commencer. Il y a un premier pas. Et surtout, gardez en tête que le premier pas est nécessaire. Visez haut, mais au début, visez quelque chose d'atteignable pour que ça se passe bien pour vous. Donc, pour notre appartement dans le 7e, finalement, il nous faut 25 invests à 500 000 euros pour avoir 37 000 euros par mois. Et puis, pour notre investissement qui est un hôtel particulier, il nous faut 30 invests à 500 000 euros par mois. Alors, ça commence à faire beaucoup, ces investissements, 30 invests à tant d'euros par mois, etc. Et on va se dire, zut, finalement, c'est peut-être un peu chiant à gérer. Moi, quand je vois ça, je me dis, finalement, une fois que vous savez faire des invests, ok, faire un invest, ça te bande, alors pourquoi on n'en fait pas tant que ça, en fait? Pourquoi on est limité à un moment sur le nombre d'invests? C'est juste que à chaque fois que vous allez faire un nouvel investissement, il va vous falloir vous remettre dans une dynamique, ok, on va chercher le bien, on va devoir le négocier, on va devoir gérer des travaux, etc. Même si vous êtes très bon
même si vous êtes habitué à faire ça, ça demande de l'énergie. Voilà, il faut partir de chez vous, il faut prendre votre bagnole, il faut prendre le train, il faut les négocier. Il y a des moments où ça n'a pas marché, il y a des moments où ça va marcher. Après, il faut lancer les travaux. Même si vous avez des équipes qui sont super, il y a toujours des problématiques. Il peut y avoir des enfants malades, il peut y avoir des enjeux sur, je sais pas, un immeuble ou un truc qu'on n'avait pas vu, etc., etc. Donc en fait, ça demande quand même beaucoup d'énergie, un peu d'énergie de faire ça. Entre faire 29 invests à 500 000 euros par mois et faire une boîte qui fait 1 million par an, qui fait c'est ça, qui va faire 500 000 euros par an de résultats, il faut voir en fonction de vous quel est le plus difficile. Parce qu'une fois que vous savez faire un bel invest, finalement faire 30 de suite, c'est pas forcément... vous savez faire, vous maîtrisez, vous êtes toujours en train de faire la même chose et vous perfectionnez. Faire une boîte qui fait 500 000 euros par an, c'est tout à fait possible, c'est une des autres stratégies, mais c'est pas la même chose. Donc, il faut juste décider quel est le plus simple pour vous. Si vous vous rendez compte que l'immobilier, ça vous intéresse pas, c'est-à-dire que, en fait, quand vous allez faire des choses, vous allez forcément avoir quelque chose qui vous motive. À peu près dans n'importe quel boulot, si vous vous mettez sur 100%, est-ce que ce boulot-là vous motive, vous prenez à peu près n'importe quel travail, ne serait-ce que par exemple dire bonjour à vos collègues ou que vous vous levez le matin, vous êtes content parce que vous prenez, alors ça peut être bête, mais vous n'êtes pas content de vous lever très tôt, mais vous prenez le métro le matin et vous êtes dans votre mood où vous sentez que vous faites quelque chose, et bien ça peut vous créer quelques pourcentages de volonté de quelque chose qui est intéressant pour vous et qui vous motive. Du coup, en fait, dans n'importe quel métier, vous avez un minimum de motivation. Et ce qu'il faut vous dire après, c'est quand vous faites quelque chose qui vous intéresse, alors là, il faut faire attention parce qu'il faut quand même enclencher la machine, mais quand vous faites quelque chose qui vous intéresse, vous avez quand même de l'énergie qui vient du projet qui est amené. Donc, il y a beaucoup de personnes d'immobilier, alors moi, j'ai des moments quand je fais de la négo d'immobilier, donc quand je trouve un truc, je sais que je vais gagner de l'argent, machin, ça me motive, ça m'apporte de l'énergie, qui me donne de l'énergie pour faire face aux négos, pour faire face à la visite, etc., etc. Alors, maintenant on passe, donc ça vous avez vu la strat, d'ailleurs si vous êtes chaud, venez dans le coaching, là, toujours coaching d'1 an, sur l'IMO, on fait votre strat ensemble et on voit comment on vous emmène au plus loin là-dessus. Comment puis-je faire avec une exploitation business ? Alors, l'exploitation business, moi je suis un des champions de ce truc-là, nous c'est toujours ce qu'on a fait d'ailleurs en famille, il s'agit... Alors, il y a 2 stratégies, mais de transformer votre maison qui est un passif en actif, donc quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Alors, il faut faire attention avec cette méthode parce que généralement, quand on le fait, c'est pas 100% clean. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, tiens, je vais acheter une maison. C'est ma maison, c'est exactement ce cas-là. Je vais acheter une maison, une résidence secondaire à 7, disons, parce que vous aimez 7, ceux qui connaissent, et parce que vous aimez la voile, tout ça. Et vous dites, OK, j'achète ma maison et je vais la louer sur Airbnb pour que finalement, ça rembourse l'emprunt. La problématique quand on fait ça, c'est que généralement, on va partir de quelque chose qui nous intéresse, nous, en tant que particulier, mais on ne va pas vérifier la valeur locative du bien. Encore une fois, si vous êtes sur du Airbnb, il y a plusieurs sites qui existent. Donc, il y a le simulateur de Airbnb aujourd'hui qui vous permet de faire ça. Et sinon, vous avez des sites comme AirDNA, ça coûte un peu cher, ça coûte 140 ou 150 euros par mois. Mais ça vous permet de clarifier finalement combien les personnes équivalentes dans votre secteur font d'argent par an. Et c'est assez précis. Donc là, par exemple, j'ai fait une analyse dans les Ardennes. On était en train d'analyser des appartements. Et là-bas, un appartement qui marche bien, donc le meilleur appart du coin, c'était 20 000 euros. Un potentiel de 20 000 euros de chiffre d'affaires généré, enfin 22 000, et la personne faisait 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est votre maximum. Donc si ça, c'est votre maximum, attention, parce que vous n'allez pas pouvoir vraiment dépasser ça, à moins, effectivement... Alors, il y a toujours des façons de prouver, de faire mieux, en fait. Il y a toujours des façons. Vous vous mettez dans une zone, vous faites un truc un peu exceptionnel, vous êtes relié à d'autres choses, et vous dépassez finalement le moyen. Mais c'est comme d'habitude, on se rappelle, la moyenne, donc nous qui est quand même, ça dépend où c'est, mais vous avez une moyenne, vous allez toujours pouvoir dépasser la moyenne, mais plus vous vous éloignez de la moyenne, plus la difficulté sera importante. Donc lorsque vous faites ça sur votre maison de rêve, et par exemple en faire une sous-location, partez de la moyenne et dites-vous que la moyenne c'est ça, et attention, parce que généralement, les maisons qui sont un peu premium, alors ça faut faire, alors il y a d'autres niveaux aussi, parce que quand vous êtes sur des maisons de rêve, par exemple, il y a des endroits où les maisons de rêve ne servent à rien, et il y a des endroits, par contre, où les maisons de rêve ont vraiment beaucoup d'attractivité, par exemple vers Cannes, Nice, etc. Donc, prenons l'exemple de l'hôtel particulier. Donc ça, d'ailleurs, c'était quelque chose que je voulais faire à Paris. Je voulais acheter un hôtel particulier et je voulais l'exploiter avec deux choses différentes. En faire un coworking, d'un côté, pour pouvoir le financer, et en faire un lieu de réception. Et faire ça pendant une dizaine d'années. Et au bout d'une dizaine d'années,
le récupérer ou trouver autre chose. Donc moi, ma stratégie sur les maisons de rêve un petit peu, c'était alors en tout cas pour celle-ci, c'était de faire une acquisition, moi pas de vivre dedans tout de suite, mais de mettre le truc en place pour générer les revenus et au bout d'un moment pouvoir le récupérer. Surtout quand vous faites ces systèmes-là. Donc là, on peut parler de chalet au ski, on peut parler d'ensemble, si vous voulez construire des ensembles. Par exemple, vous voulez avoir une super maison de campagne, mais vous allez en faire un actif pour faire des événements de réunion et quasiment un petit hôtel. Quand vous faites ça, petit tips pour vous, ça sort quand même de votre IFI. Il y a un enjeu sur l'immobilier. Votre résidence principale, c'est bien, sauf que vous allez assez vite, dans ces montants-là, vous allez assez vite payer l'IFI. Donc l'IFI, alors il faudrait que je revoie le barème d'aujourd'hui, mais je crois que c'est 1,2 million. Je vais vérifier ça tout de suite. IFI montant. Ouais, c'est 1,3 million. Donc c'est 1,3 million l'IFI. Alors attention, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui divorcent. Ce 1,3 million, donc en gros, dès que vous avez plus d'1,3 million de patrimoine immobilier, vous allez payer 0,70%. Donc il y a plein de techniques pour éviter l'IFI. Par contre, si vous êtes sur des résidences principales qui sont dans le 1,3 million, au bout d'un moment, quand ça va être remboursé, vous allez devoir payer l'IFI. Dans les techniques qui existent, vous allez pouvoir continuer à faire de l'immobilier, mais il faut que ce soit exploité dans une activité professionnelle. Là, ça sort de l'IFI. Autre élément, vous allez continuer à vous endetter. Donc même si vous avez 1,3 million de patrimoine, paf, vous remettez de la dette pour vous endetter. Donc c'est pour ça qu'on est beaucoup à avoir beaucoup de dettes. Alors, il y a deux approches. Donc soit on exploite le bien en locatif pour qu'une fois les échéances remboursées, tu récupères le bien à un usage personnel. Donc là, attention, parce que si vous êtes sur 25 ans, vous faites par exemple votre invest à 30 ans, vous allez avoir la maison de vos rêves à 55 ans. Donc ça fait un peu de décalage par rapport à ça. Sinon, le deuxième élément, c'est vous allez pouvoir diviser finalement votre maison de rêve. Donc là, il s'agit de voir un petit peu plus gros et de diviser la maison de vos rêves pour finalement exploiter qu'une seule partie. Ça peut fonctionner, alors il faut faire attention parce que ça dépend, il faut faire vos calculs, mais en gros vous allez pouvoir soit faire une division physique, donc par exemple vous achetez un 400 m², vous allez vivre en 200 m², les 200 autres mètres carrés vous allez pouvoir les louer et ça va couvrir la totalité. Donc ça on peut le retrouver dans des appartements parisiens, des choses comme ça. Sinon autre élément, vous allez diviser en temps, c'est un peu ce qu'on disait avant, l'exploitation du bien. Donc par exemple si vous vivez 6 mois à Paris ou 6 mois, alors faites attention en fonction des règles d'usage, etc. Mais alors après, il y a d'autres clés. En fait, vous allez pouvoir aussi expliquer et tomber dans pas des vides juridiques, mais dans des règles qui vous permettent de faire ça. Disons que vous avez un appartement, alors plutôt à Tours, et 6 mois de l'année, vous allez louer l'appartement à Tours, et ça vous paye finalement l'année de location ou d'exploitation de l'emprunt, et vous, pendant ces 6 autres mois de l'année, vous allez, dans les îles, parce que vous venez de Guadeloupe, donc vous allez en Guadeloupe, et vous habitez là-bas, et vous faites l'inverse. Et en faisant ça, vous allez pouvoir avoir finalement 2 biens gratuits pour vous, qui sont des biens que potentiellement vous n'allez pas pouvoir vous offrir. Après, il y a la méthode d'acquisition de petits business. Donc là, on va multiplier l'acquisition de petits business. Alors, c'est comme d'habitude, on va parler des laveries automatiques. Et là, je vais vous donner des petits tips. En fait, plus les biens et plus que... Alors, c'est un peu contradictoire. Généralement, quand on fait de l'immobilier, plus on achète petit, donc du studio, plus ce sera cher. Dans le business, c'est dans l'autre sens. Plus on achète petit, moins c'est cher. Alors, pourquoi ? Parce que, en fait, alors normalement, c'est la même logique. C'est-à-dire que quand vous achetez un immeuble et que vous avez 10 studios dans l'immeuble, normalement, c'est mieux parce que vous achetez un truc plus gros, ça vous fait plus d'argent et vos coûts, normalement, sont plus mutualisés parce que vous avez les mêmes studios. S'il faut remplacer une cuisine, vous avez les mêmes, etc., etc. Par contre, on n'applique pas cette logique quand on fait de la reprise, quand on fait de la reprise de boîte, parce que dans la reprise de boîte, ce qui va se passer, c'est plus votre business est petit, plus vous allez moins avoir d'argent, plus vous allez avoir d'emmerdes et plus vous allez avoir des variations sur votre chiffre d'affaires ou votre marge et plus ça va vraiment impacter votre boîte. Du coup, ce qu'on retient, c'est que dans les laveries automatiques, la vraie niche des laveries automatiques, mais c'est un peu painful, ça va être des laveries qui font du 30 000 euros de chiffre d'affaires, voire du 20 000 euros de chiffre d'affaires à l'année et qui se vendent très peu cher. Si vous allez aller sur des laveries automatiques qui sont à Paris, dans la plupart des endroits en Ile-de-France, mais ça dépend, vous allez avoir des laveries qui font pas mal d'argent et du coup qui vont être vendues très cher. Pourquoi ? Parce que c'est des business qui tournent plus et il y a plus de personnes qui veulent acheter ces business-là. Donc l'enjeu, pour vous, quand vous allez regarder les laveries automatiques, si vous voulez retomber sur les chiffres que je vais vous donner, il va falloir aller sur des laveries qui ne sont pas les laveries les plus prime.
c'est comme dans l'immobilier, les fameux 300 euros de cash flow pour 100 000 euros d'invest, vous n'allez pas le faire à Paris, vous allez le faire dans d'autres endroits. Donc par exemple, pour une laverie qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez l'acheter à crédit, le business va se financer lui-même et vous allez en plus récupérer du cash flow. Donc ça fait 8 000 euros, 8 300 euros de chiffre d'affaires. Vous allez payer les charges, vous allez payer l'emprunt et va vous rester 2 000 euros par mois. Ces 2 000 euros par mois, vous allez pouvoir les utiliser pour finalement racheter des appartements. Donc la première villa, 2 laveries, le deuxième appartement, 4 laveries, 15 laveries, 18 laveries pour l'hôtel particulier. C'est un peu ça la logique. Une fois que vous avez fait ça, il y a la méthode de la sous-location professionnelle. Donc là, vous allez louer un appartement, vous allez le mettre en sous-location sur Airbnb, etc. Vous allez louer l'appartement 700, vous allez le sous-louer 2100, ça va être vos objectifs, et à la fin, il va vous rester 400 euros par mois. En faisant ça, vous augmentez finalement vos revenus. Ce qui est intéressant avec la sous-location professionnelle, c'est que vous n'avez pas besoin, vous n'allez pas toucher votre endettement, donc vous avez toute la partie endettement. En fait, si aujourd'hui vous commencez là et vous n'avez vraiment pas beaucoup de fonds, ça c'est un système qui marche bien. Donc premier appart 12 sous-loc, et si vous faites l'appartement, l'hôtel particulier 106 sous-loc, c'est un peu ce qui va rester. Après, vous avez tout ce qui est business un peu automatisé. Alors, en termes de difficulté, je mettrais quasiment tout le temps l'immobilier en beaucoup plus simple que le business. Et là, vous pouvez passer sur des business entre guillemets automatisés. Alors, une fois que vous avez de la sous-location qui tourne, normalement, vous n'allez pas avoir besoin de tout révolutionner. En fait, la grosse différence entre le business et l'immobilier, c'est que l'immobilier, c'est stable. Vous avez fait un Airbnb dans une ville, normalement ça tourne, il peut y avoir la concurrence, ça peut bouger, mais c'est assez lent et globalement, il n'y aura pas d'énormes changements. Vous avez un studio, il n'y aura pas d'énormes changements, il n'y a pas d'énormes changements. En fait, il y a des besoins de changement d'usage à certains moments, mais c'est assez long dans l'immobilier. Un changement d'usage, c'est par exemple avant, on construisait d'ailleurs des maisons de 150 mètres carrés. C'est la construction classique des maisons. Maintenant, c'est plutôt des 80 mètres carrés, les maisons qu'on construit de façon beaucoup plus classique. Ces changements, ils n'ont pas lieu en un an, ils ont lieu dans le temps. Et les 150 mètres carrés, les maisons, elles se louent toujours. Dans le business, en fonction des nouveaux usages, donc ça dépend quelle est votre acquisition, mais là par exemple, vous voulez être pertinent sur LinkedIn, ça évolue dans le temps. Vous voulez être pertinent sur les réseaux sociaux, ça évolue dans le temps. Vous êtes pertinent en pub, ça évolue dans le temps. Bref, il faut être beaucoup plus réactif dans le business pour que ça fonctionne. Vous allez identifier un besoin. Donc là, je prends un exemple concret de ce que j'ai vu en ligne. Par exemple, vous êtes thérapeute, votre compagnon est thérapeute, et vous vous rendez compte que c'est compliqué pour un thérapeute de trouver des clients parce que vous êtes dans votre écosystème. Et ça, c'est un business qui marche bien. C'est toujours le make money. Le make money dans chacun des secteurs. Donc, vous reprenez la pyramide de Maslow, à un moment, on a besoin de gagner sa vie. Voilà, moi, disons que je suis thérapeute demain, je galère à trouver des clients et du coup, je suis obligé de devenir... à côté, je reprends un job de comptable parce que je n'arrive pas à vivre de mon activité de thérapeute. Et j'ai besoin de trouver des solutions. Ce que je sais, en fait, je ne sais pas comment trouver des clients, je ne sais pas faire des pubs, je ne sais pas acquérir de nouveaux clients. Et du coup, j'ai besoin que quelqu'un m'aide. La solution à un problème pour un thérapeute, ça va être de multiplier l'acquisition en ligne avec des pubs. Donc là, il faut quand même qu'il y ait un budget. Il faut vérifier que ça marche dans la zone où il est. Il faut faire de l'acquisition avec Google, parce que peut-être que moi, je ne sais pas bien gérer mon Google. Je n'ai pas d'avis sur Google, donc les gens ne sont pas intéressés. Les gens, s'ils cherchent sur Google, peut-être que moi, je suis un thérapeute avec un nom très spécifique, mais les gens, ils cherchent juste dépression, thérapeute sur Google, et moi, j'apparais pas. Donc, il faut mettre ces mots-clés pour que moi, j'apparaisse, etc. Et après, j'ai tout un système où finalement, c'est compliqué de réserver chez moi. Les gens m'appellent, mais du coup, vu que je suis comptable aussi, ils ne peuvent pas venir en rendez-vous. Donc, j'ai besoin d'un système automatique. Pourquoi pas mettre un calendrier. Donc, une fois que vous avez trouvé toutes ces solutions, donc le mieux, c'est de l'avoir vécu. Je reviens tout à l'heure sur ce que je disais sur le piano, etc. Une fois que vous l'avez vécu, vous faites un training concret pour expliquer aux personnes, exactement comme ce que je fais, comment ils peuvent atteindre leurs objectifs et vous allez les aider à le faire. Vous créez un programme de 4 mois, parce que dans la plupart du cas, c'est 4 mois. Il faut voir qu'est-ce qui fonctionne chez vous. Et vous allez les accompagner pour qu'ils réussissent finalement à atteindre leurs objectifs. Et vous allez faire connaître votre produit. Donc là, il faut en parler aux gens autour de vous. Il faut démarcher potentiellement les thérapeutes qui sont là, aller à des événements où il y a des thérapeutes, faire de la pub en ligne. Donc ça marche bien. Ça coûte un peu cher, mais ça vous permet au moins de se taper. Il faut faire des investissements pour avancer. Donc malheureusement, en fait, c'est assez marrant parce que quand vous allez faire vos premières dépenses, disons en pub, 200, 300, 500 euros, il y a très peu de chances que ça vous rapporte concrètement 500 euros. Concrètement, ce sera sûrement de l'investissement à perte. Mais par contre, c'est
nécessaire finalement pour à la fin pouvoir dépenser peut-être 10 000 euros de pub par mois et faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc c'est un système un peu vicieux, mais il faut juste savoir que là, il faut clairement le voir comme un investissement global, c'est-à-dire ne comptez pas, en fait vous n'allez pas avoir le même return des 100 premiers euros en termes financiers. Les 100 premiers euros ne vont pas vous rapporter autant que les 100 euros que vous allez mettre dans 6 mois. Et du coup là vous vendez 30 places par mois à 1667 euros. Vous pouvez le faire sur n'importe quel secteur. En fait, moi, ayant eu l'espace de coworking dans le 15e, j'ai vu plein de trucs. J'ai vu les formations qui sont faites spécifiquement pour les kinés pour les accouchements. Donc là, il y avait un gars, donc d'ailleurs, il existe toujours aujourd'hui. Ça s'appelle EIRPP. Et il fait chaque été, mais toute l'année. Donc le gars, maintenant, il a peut-être 80 ans. Il remplissait 4 salles chez moi avec une trentaine de personnes par salle, un truc comme ça, où il y avait que des kinés, souvent femmes, qui faisaient des cours spécifiques sur les méthodes pour aider les femmes pendant l'accouchement. Il reprenait tout le système. Et il avait quelque chose qui marchait très bien. Il avait développé cette expertise et c'était un des seuls à proposer ce type d'animation. Et il formait les kinés justement à pouvoir traiter les sujets autour de la grossesse. Donc si vous faites ça, si vous vendez vos 30 places à 1667 euros par mois, vous faites 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires, vous faites 25 000 euros de cash flow. Et là, indirectement, si ce business tourne dans le temps, un business, vous avez vos deux premières maisons et les deux, par exemple même l'hôtel particulier, il suffit d'avoir 2 business comme ça qui tournent. Alors, pour ces business-là, ça demande un petit peu plus de... Vous êtes confronté à de la remise en question, ça va être un peu dur. Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, les choses auxquelles vous allez être confronté pour faire soit de l'immobilier, soit du business, c'est la même chose. Après, la dureté n'est pas la même. Et dans le business, il faut indirectement se réinventer tout le temps. Ce qui n'est pas la même chose quand on fait de l'immobilier. Une fois que vous avez un studio à Paris, le studio à Paris reste la même chose. Bon, ok, se réinventer, c'est peut-être faire des travaux pour mettre un peu de peinture, mais ça reste très très stable dans le temps. Vous avez aussi toutes les techniques secrètes, je vous en partage plus. Les autres strates en rapide. Alors, il y a multiplier les opérations de marchand pour générer du capital. Donc ça, c'est pas mal, mais attention au risque. Moi, je vous encourage fortement, avant de faire du marchand, alors soit à le faire concrètement avec des personnes qui font du marchand, donc venez avec nous et on fait des opérations, vous suivez une opération de A à Z avec quelqu'un qui fait du marchand. Vous pouvez aussi, d'un point de vue analytique, aller sur les plateformes type Brix et autres pour financer des marchands, mais attention, parce que là, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de dossiers. Si vous allez par exemple sur Upstone, Brix, je pense un peu moins, mais je crois que maintenant, c'est sur le crowdfunding immobilier, il y a plus de 50% des opérations qui sont en retard et on ne sait pas où ça va aller. Vous allez, une fois que vous avez fait vos opérations marchands, soit vous avez le capital, vous payez cash, sinon vous retournez dans une logique pour pouvoir réussir à avoir assez d'argent passif pour pouvoir financer votre bien. Et du coup, l'argent qui vient des opérations de marchand, vous le replacez en bourse et ça vous permet de financer l'emprunt à la fin. Donc, vous refaites le calcul des 4% pour regarder ça. Vous allez pouvoir faire de l'apport d'affaires pour des deals en immobilier pour générer du capital. Une fois que vous saviez identifier des deals en immobilier, vous pouvez revendre ces deals-là et faire gagner du temps à des personnes. Donc là, vous générez de la valeur là-dedans. Et une fois que vous avez gagné de l'argent, vous pouvez replacer en bourse. Vous pouvez placer des consultants. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous êtes très réputé sur de l'Amazon AWS de paramétrage. On vous contacte pour mettre des choses en place, mais finalement, vous n'êtes pas dispo. Vous placez un autre consultant à votre place. Vous prenez un pourcentage du TJM. Vous allez pouvoir acheter un site e-commerce, le développer et le revendre un an après. Donc, ça, on le fait pas mal. Donc, on achète des sites e-commerce, on les négocie bien, on les développe et on revend ça un an après. Et ce qu'on gagne en termes d'argent supplémentaire, on le place. Vous allez pouvoir reprendre des entreprises à 200 000 euros d'EBITDA par an. Alors là, ça peut aller assez vite. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est si vous reprenez des boîtes avec 1 million à 1,5 million de valo, ça dépend comment vous le faites, mais assez vite, vous pouvez gagner 200 000 euros par an et en 7 ans, vous pouvez rapidement faire du 1 million, 2 millions d'euros. C'est un autre profil, autre chose. Et vous pouvez, sinon, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez valoriser les parts de votre entreprise et nantir ces parts pour obtenir un financement. Donc là, c'est purement pour pouvoir obtenir du financement. Donc attention, parce qu'après, il va falloir payer l'emprunt. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Ben voilà, on a vu ensemble la maison des rêves. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup.
Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.